Le Congrès peut se prononcer l'audition du discours. Et donc là, le président de la République qui va devoir prendre la parole tout à l'heure pour son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le président de la République qui s'achemine vers le litrin. C'est à partir de là qu'il va prononcer son discours sur l'état de la nation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, c'est toujours avec une immense joie et un agréable plaisir que je me retrouve devant vous en cette période de l'année, conformément à la disposition pertinente de notre Constitution qui prévoit en son article 77 que le président de la République prononce une fois l'an un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. J'ai donc tenu ce jour au strict respect de cette tradition, à l'instar des 2 années précédentes, en vous présentant le bilan de diverses actions menées au cours de l'année 2021 qui s'achève. J'apporte ainsi des réponses et des éclaircissements aux nombreuses préoccupations de notre peuple sur les différentes questions vitales qui touchent à la marche et à la survie de notre nation. Mais avant toute chose, en vue d'honorer la mémoire de nos compatriotes civils et militaires tombés à cause de l'activisme des groupes armés et de la violence aveugle du groupe terroriste des ADF au cours de cette année, je vous prie de bien vouloir accepter d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Je reste fermement convaincu que l'une des plus grandes questions qui taraudent nos esprits, celle que certainement chacun de nous porte comme une écharde sous la peau, a trait à ce climat d'insécurité permanente et récurrente qui sévit à l'est de notre pays. Ce climat délétère a toujours menacé son intégrité territoriale et prêté à diverses interprétations. Compte tenu des drames indicibles que vivent les populations de nombreuses contrées de cet espace, j'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République.
J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, Congolaises et Congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de Congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais, tel que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à répondre Elles ont réussi à bouger les lignes, disais-je, et à reprendre plusieurs bastions jadis occupés par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. Jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoir, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie, car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes, et ce, jusqu'au sacrifice suprême, pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité, car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire
loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de pair avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Honorables députés et sénateurs, permettez-moi de relever que les grandes villes de notre pays n'ont malheureusement pas été épargnées par des cas d'insécurité commis par des délinquants de tous bords, communément appelés Kuluna, et des coupeurs de route qui ont délibérément choisi de troubler la quiétude de paisibles citoyens en les terrorisant, aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu. Une mauvaise culture qui doit absolument être bannie de notre société. Pour anéantir tous ces fléaux et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du pays, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures idoines contre ces marginaux. Je me réjouis des premiers résultats obtenus par l'expérience du centre pilote de Kanyama-Kasese. Jadis abandonnés à eux-mêmes, aujourd'hui ces jeunes compatriotes maîtrisent plusieurs métiers dont la maçonnerie, la menuiserie, l'agriculture et l'élevage. Je demande au gouvernement d'intensifier ses efforts de réinsertion sociale des jeunes désœuvrés sur l'ensemble du territoire pour leur meilleure contribution au développement du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, à mon accession à la magistrature suprême, j'annonçais que l'état de droit, une justice indépendante, la lutte contre la corruption et l'impunité constituait le leitmotiv de mon action dans son volet de la gouvernance politique. C'est dans ce sens qu'il faut placer la redynamisation de certaines structures. En effet, j'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était, jusqu'à mon arrivée, peu perceptible. De même, la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, répondait aussi à cet impératif. Placée sous mon autorité directe, l'Inspection générale des finances contribue efficacement à l'effort d'assainissement des finances publiques, et cela à la grande satisfaction de nos populations. Néanmoins, l'IGF ne peut remplacer l'action du pouvoir judiciaire ayant seule la mission constitutionnelle de dire le droit. Je reste convaincu que l'instauration de l'état de droit et de l'autorité de l'État impose une justice consciente de son rôle et de son indépendance, et ceci devant être notre perception commune. Malheureusement, en dépit de certains progrès que je salue, je ne saurais rester indifférent
en ma qualité de magistrat suprême, aux cris de détresse et de désolation des Congolaises et des Congolais qui, chaque jour qui passe, réclament plus de garanties d'une bonne et saine administration de la justice. Aujourd'hui encore, sur le banc des accusés, notre justice devait pourtant rassurer tout le monde, nanti ou non, puissant comme faible, en n'ayant pour égard que la protection des droits. Bref, une justice qui non seulement dit le droit, mais rassure que le droit, alors le bon, a été dit. Je réaffirme mon engagement à poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Je réaffirme mon engagement de poursuivre les réformes courageuses dans le secteur de la justice, y compris celles relatives aux structures et à la qualité de leurs animateurs, suivant le principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». J'encourage le Conseil supérieur de la magistrature à faire fonctionner les chambres disciplinaires afin que la sanction soit la seule récompense des mauvais magistrats qui, par leur comportement, ternissent l'image de toute une institution voulue un corps d'élite. Dans le souci de résorber les problèmes récurrents des effectifs insuffisants des magistrats, le gouvernement est appelé, avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature, à finaliser le processus de recrutement dont le dernier en date remonte malheureusement à plus d'une décennie. Dans le cas particulier de la Cour constitutionnelle, actuellement très sollicitée dans le cadre de la protection des droits et libertés des citoyens, ce que je salue et encourage, l'expérience a toutefois démontré que lors du traitement des contentieux électoraux, les 9 juges qui la composent sont souvent débordés au regard des contraintes de délai. J'encourage donc le président de cette juridiction à travailler avec le gouvernement afin de mettre en place le corps des conseillers référendaires, un outil technique légal qui se révélera déterminant dans le traitement des 10 dossiers et dans la pérennisation de la jurisprudence. C'est dans le même sens que j'entends rendre opérationnel dans les tout prochains jours les différents organes et structures de la Cour des comptes, la plus haute instance de contrôle des finances publiques, afin qu'elle joue pleinement son rôle de patrouilleur financier en chef avec l'appui de l'Inspection générale des finances. J'attends que ces mêmes performances soient au cœur de l'action de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, de la cellule nationale de renseignement financier, ainsi que d'autres services supérieurs de contrôle, en tant que dispositif de la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, le blanchiment de capitaux, la fraude et même le financement du terrorisme. Honorables députés nationaux et sénateurs,
La mobilisation des investissements dont nous avons besoin pour créer des richesses et développer notre pays nécessite un bon climat des affaires. Ceci implique qu'en permanence, nous soyons non seulement attentifs aux doléances des opérateurs économiques, mais aussi et surtout que nous imaginions des mécanismes pouvant permettre d'améliorer les conditions d'exercice des affaires et en assurer le suivi. Au cours de cette année, j'ai réitéré au gouvernement ma volonté de prendre en charge avec efficacité la problématique du climat des affaires par une nouvelle approche de suivi, évaluation jamais expérimentée dans notre système de gouvernance afin de rassurer les investisseurs. À cet effet, j'ai le plaisir d'annoncer la mise sur pied d'un outil qui va désormais permettre en temps réel à moi-même, au Premier ministre, ainsi qu'à chacun des membres du gouvernement concerné, de suivre méticuleusement le rythme de mise en œuvre des réformes et assignations relatives au climat des affaires. Il s'agit en fait d'un tableau de bord numérique sur mesure à partir du programme du gouvernement. Aussi, j'invite le Parlement à parachever le cadre légal relatif d'une part à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux de commerce et d'autre part aux dispositions nationales complémentaires aux droits de l'OHADA. En outre, la rationalisation de la fiscalité demeure la réponse appropriée aux tracasseries souvent dénoncées par les opérateurs économiques. Il faut des réformes innovantes en la matière pour y remédier. Honorables députés nationaux et sénateurs, je voudrais saluer une fois de plus la détermination, la fermeté et la ferveur avec laquelle vous aviez, toutes tendances confondues, accepté de répondre favorablement à mon appel de ralliement dans une union sacrée de la nation. Un appel exaltant, à la fois de cœur et d'esprit, en vue de consolider les principes et les valeurs autour d'actions nobles, à même de répondre positivement aux nombreuses et anxieuses attentes de notre peuple, les mêmes attentes malheureusement non comblées depuis des décennies. Permettez-moi de vous rappeler que cet engouement et ce nouvel élan ont permis de mettre rapidement en place de nouveaux bureaux, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, et de former le gouvernement actuel appelé à défendre les intérêts de la population. Ce qui a réellement permis de faciliter les échanges et de jeter de réelles passerelles de collaboration entre les différentes institutions de la République. Je rappelle que ce gouvernement de la République a comme principale mission la restauration de la paix et de la sécurité, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, l'amélioration qualitative des conditions de vie de nos populations, la couverture santé universelle, l'application de la gratuité de l'enseignement comme prescrit dans la Constitution et le renforcement de l'autorité de l'État ainsi que de l'État de droit. Je relève aussi que la mise en œuvre, sous mon impulsion, de ces différents piliers est à la base de l'amélioration progressive et qualitative de la gouvernance politique, économique et sociale qui donne déjà des résultats qu'il sied de soutenir. C'est ici pour moi le lieu de saluer la cohésion perceptible autour de l'union sacrée de la nation, en dépit des petites querelles de clochers que je considère d'ailleurs comme des manifestations éloquentes de l'expression même de la démocratie. En outre, je tiens à préciser que malgré
son appartenance à la majorité ou à l'opposition, chacun de nous doit pleinement jouer sa partition dans l'amour du pays, de notre peuple et dans le respect des institutions. Dans cet esprit, je tiens à exprimer le profond respect que j'éprouve à l'égard de notre peuple pour sa farouche détermination à garder toujours allumée la flamme de l'unité nationale, en dépit de l'adversité et de toutes les épreuves que nous impose cette marche vers la paix, la démocratie, l'unité, la cohésion, l'état de droit et le peuple social, et le progrès social, pardon. Honorables députés nationaux et sénateurs, en même temps que je reconnais l'harmonie dans les relations entre différentes institutions au niveau national, je dois malheureusement mentionner que l'année 2021 a fondamentalement été caractérisée par l'instabilité des assemblées et gouvernements provinciaux. En effet, les conflits entre ces institutions provinciales se sont exacerbés au cours de cette année, au point d'hypothéquer foncièrement le développement des provinces concernées. Il y a lieu de noter que 14 provinces sur 26 ont connu la destitution de leur gouverneur par les assemblées provinciales. À la suite de ces mêmes conflits, certains présidents des assemblées provinciales ont aussi été démis de leurs fonctions. Il est extrêmement important pour chacun de ces acteurs provinciaux de prendre réellement conscience qu'aucun développement ne peut se faire dans pareil contexte de crise. La prochaine session de la conférence des gouverneurs sera l'occasion de réfléchir autour des pistes de solution à cet épineux problème. Par ailleurs, je vous exhorte vivement à envisager l'amendement de certains textes légaux se rapportant à la gestion des institutions provinciales. J'invite une fois de plus les députés provinciaux et les gouverneurs à observer leurs prérogatives dans le strict respect des lois de la République, en s'abstenant de tout acte qui puisse bloquer le bon fonctionnement des provinces. Entre-temps, le Sénat, en tant qu'émanation des assemblées provinciales, est appelé à poursuivre ce rôle de médiateur et de conseil auprès de leurs animateurs pour que règne l'harmonie au sein de nos provinces. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, j'estime utile d'attirer l'attention de tous sur les préparatifs des prochaines élections. En effet, le processus électoral, avec ses enjeux, oblige que nous nous engagions dès à présent pour des élections que nous voulons crédibles, en écartant les différents obstacles, tant juridiques que matériels, qui en constituent les pesanteurs. Mon engagement de faire de la République démocratique du Congo un État véritablement démocratique ne peut se concrétiser sans l'organisation d'élections libres, démocratiques, transparentes et dans les délais constitutionnels. Je lance donc un appel solennel à tout notre peuple pour accompagner démocratiquement la Commission électorale nationale indépendante et pour s'impliquer activement dans le processus électoral. Je rappelle que celui-ci a déjà commencé avec la désignation de ces nouveaux animateurs après consultation des confessions religieuses et validation par l'Assemblée nationale. Afin de parachever la composition du bureau de la CENI, j'invite instamment
ceux des acteurs politiques qui traînent encore les pieds, à désigner rapidement leurs représentants respectifs au sein de ce bureau. J'invite en même temps le gouvernement à mobiliser et à disponibiliser les moyens financiers conséquents pour permettre à la CENI de respecter les délais d'organisation de ces élections afin qu'elles se tiennent effectivement en 2023. Pour ce faire, il est également important que le Parlement procède diligemment au vote des lois encore en souffrance pour un aboutissement heureux du prochain cycle électoral. Honorables députés nationaux et sénateurs, comme je l'ai évoqué au début de mon adresse, notre pays a toujours souffert de crises sanitaires survenues au cours de cette année. En effet, la pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la République démocratique du Congo. Même si notre pays affiche à ce jour un taux de mortalité relativement faible, je vous exhorte à continuer d'observer strictement les mesures barrières, car l'apparition successive de nouveaux variants montre que nous n'en avons pas encore fini avec cette pandémie.